Vendredi 12 mars 1943. Chère Kitty, permets-moi de te présenter Maman Franck, protectrice des enfants. Ration de beurre supplémentaire pour les jeunes. Problème de la jeunesse d'aujourd'hui. Sur tous les sujets, maman prend la défense de la jeunesse et obtient presque toujours satisfaction après une bonne dose de dispute. Un bocal de langue en conserve s'est avarié. Repas de gala pour Mouchi et Mofi. Tu ne connais pas encore Mofi? Pourtant, il était déjà dans l'affaire avant que nous nous cachions. Son domaine est l'entrepôt et le bureau, et sa fonction est d'éloigner les rats de nos stocks. Le choix politique de son nom est lui aussi facile à expliquer. Pendant un moment, la maison Gis & Co avait deux chats, un pour l'entrepôt et un pour le grenier. Il arrivait que les deux bêtes se rencontrent, ce qui entraînait toujours de grandes batailles. Celle de l'entrepôt était toujours l'attaquant, mais celle du grenier finissait toujours par avoir le dessus. Comme en politique, le chat de l'entrepôt était l'allemand, et on l'avait surnommé Moffy, diminutif de Moff, équivalent néerlandais de Bosch, et celui du grenier, l'anglais ou Tommy. Par la suite, on s'est débarrassé de Tommy, et Moffy nous fait tous bien rire. Nous avons mangé tant de haricots rouges et blancs que je ne peux plus en voir. Rien que d'y penser, j'en ai mal au cœur. La distribution de pain le soir a été entièrement supprimée. Papa vient de dire qu'il n'était pas de bonne humeur. Il a encore de petits yeux tout tristes, le pauvre. Je ne peux pas lâcher, on frappe à la porte d'Ina Boudier-Baker. L'histoire de la famille est particulièrement bien écrite, mais tout ce qu'il y a autour sur la guerre, les écrivains ou l'émancipation des femmes est moins bien, mais à vrai dire, cela ne me passionne pas vraiment. Terrible bombardement en Allemagne. Monsieur Van Damme est de mauvaise humeur. Cause, pénurie de cigarettes. La discussion sur la question faut-il manger ou non nos boîtes de conserve s'est terminée en notre faveur. Aucune paire de chaussures ne me va plus, à part des chaussures de ski qui sont très peu pratiques dans la maison. Une paire de sandales de paille tressées à 6,5 florins ne m'a fait qu'une semaine avant de rendre l'âme. Peut-être que Mip me dénichera quelque chose au marché noir. Il faut que je coupe les cheveux de papa. Pim affirme qu'il n'ira jamais chez un autre coiffeur après la guerre, tant je m'acquitte bien de ma tâche. Si seulement je lui entaillais moins souvent l'oreille. Bien à toi, Anne. Jeudi 18 mars 1943. Chère Kitty, la Turquie entre en guerre. Grande agitation. Attendons avec impatience les nouvelles de la radio. Vendredi 19 mars 1943. Chère Kitty, en une heure, la déception avait succédé à la joie et avait fini par prendre le dessus. La Turquie n'est pas encore en guerre. Le ministre turc a seulement parlé d'une levée prochaine de la neutralité. Sur le Dam, un vendeur de journaux criait « La Turquie choisit le camp de l'Angleterre !» On lui a arraché les journaux des mains. C'est ainsi que la réconfortante rumeur est parvenue jusqu'à nous. Les billets de 1000 florins sont retirés de la circulation. C'est un coup dur pour tous les trafiquants du marché noir, mais plus encore pour les autres formes d'argent noir ou pour ceux qui se cachent. Quand on veut changer un billet de 1000 florins, on doit déclarer exactement comment on l'a obtenu et en faire la preuve. On peut encore s'en servir pour payer ses impôts, mais seulement jusqu'à la semaine prochaine. Les billets de 500 florins ont été déclarés périmés en même temps. Gis & Co avait encore de l'argent noir en billets de 1000 florins. Ils ont payé leurs impôts d'avance pour une longue période. De cette façon, ils ont pu tout blanchir. Dussel vient de recevoir une petite roulette. Cela va sûrement bientôt être mon tour de subir un examen approfondi. Dussel ne se plie absolument pas au règlement de l'annexe. Non seulement il écrit des lettres à sa femme, mais il entretient aussi une aimable correspondance avec diverses autres personnes. Il demande à Margot, en sa qualité de professeur de néerlandais à l'annexe, de corriger les lettres qu'il a écrites en hollandais. Papa lui a strictement interdit de continuer. Margot a cessé ses corrections, mais pour ma part, je crois qu'il ne va pas tarder à reprendre sa correspondance. Le fureur de tous les Germains a parlé devant des soldats blessés. C'était triste à entendre. Questions et réponses se succédaient à peu près comme ceci. Je m'appelle Heinrich Scheppel. Blessé à quelle bataille? À Stalingrad. Quelle blessure? 2 pieds gelés et une fracture du bras gauche.
La radio nous a transmis cette atroce séance de guignol exactement de cette façon. On aurait dit que les soldats étaient fiers de leurs blessures. Plus il y en avait, mieux c'était. L'un d'eux arrivait à peine à sortir un mot, sous le coup de l'émotion de pouvoir tendre la main, si du moins il lui en restait une, au fureur. J'ai laissé tomber par terre le savon parfumé de Dussel. J'ai marché dessus et maintenant il en manque un gros morceau. J'ai déjà demandé à papa de le dédommager, surtout que Dussel ne reçoit qu'une savonnette par mois. Bien à toi, Anne. Jeudi 25 mars 1943. Chère Kitty, hier soir, maman, papa, Margot et moi étions bien tranquillement ensemble quand tout à coup, Peter entre et chuchote à l'oreille de papa. J'entends quelque chose comme un tonneau renversé et des bruits suspects à la porte. Margot avait compris la même chose, mais essayé de me calmer un peu car j'étais naturellement livide et au comble de l'agitation. Nous avons attendu toutes les trois. Pendant ce temps, papa était descendu avec Peter, et moins de 2 minutes plus tard, Madame Van Damme, qui écoutait la radio, nous a rejointes en disant que Pim lui avait demandé d'éteindre la radio et de remonter sans bruit. Mais c'est bien connu, quand on essaie de marcher tout doucement, les marches d'un vieil escalier craquent justement 2 fois plus fort. 5 minutes après, nous avons vu revenir Peter et Pim, blancs jusqu'à la racine des cheveux, qui nous ont fait part de leur aventure. Ils s'étaient postés en bas de l'escalier et avaient attendu sans résultat, mais soudain, en effet, ils ont entendu 2 coups sonores, comme si, quelque part dans la maison, on avait claqué 2 portes. D'un bond, Pim était en haut, Peter prévenait Dussel, qui finissait par monter avec beaucoup de manière et à grand bruit. Maintenant, il s'agissait de se transporter en chaussettes un étage plus haut auprès de la famille Van Damme. Monsieur avait un gros rhume et s'était déjà couché. Nous nous sommes donc réunis à son chevet pour échanger à voix basse nos soupçons. Chaque fois que monsieur était pris d'une quinte de toux, madame et moi pensions entrer en transe de peur, jusqu'au moment où l'un d'entre nous a eu l'idée lumineuse de lui donner de la codéine. La toux a cessé immédiatement. L'attente durait, mais nous n'entendions plus rien, et nous supposions tous que les voleurs, ayant entendu des pas dans la maison jusque-là silencieuse, avaient pris leurs jambes à leur cou. Le malheur, c'était qu'en bas, la radio était encore réglée sur l'Angleterre, et les chaises disposées en cercle autour d'elle. Or, si la porte avait été forcée, et que la défense passive s'en aperçoive et avertisse la police, l'affaire pourrait avoir des conséquences extrêmement désagréables. Aussi M. Van Damme s'est levé, a enfilé veste et pantalon, a mis un chapeau et est descendu derrière papa avec 1000 précautions, suivi de Peter, qui pour plus de sécurité s'était armé d'un lourd marteau. En haut, les dames, y compris Margot et moi, attendions dans l'angoisse, mais 5 minutes plus tard, ces messieurs ont reparu pour dire que tout était calme dans la maison. D'un commun accord, nous avons décidé de ne pas faire couler d'eau ni de tirer la chasse des toilettes. Mais comme la tension avait porté sur l'estomac de tous les pensionnaires, tu imagines la puanteur qui y régnait lorsque l'un après l'autre nous sommes allés y déposer notre commission. Quand il y a un problème, les choses arrivent toujours en série. Et de fait, numéro 1, le carillon de la Westertoren, qui a toujours un effet si rassurant, ne marchait pas. En plus, M. Voskuhl était parti plus tôt ce soir-là, et nous ne savions pas si Bep avait pu trouver la clé ou si elle avait oublié de fermer la porte d'entrée. Mais pour le moment, ça n'avait guère d'importance. La soirée n'était pas très avancée, et nous étions toujours dans l'incertitude. Quoiqu'un peu rassurés tout de même, puisque depuis 8h15, le moment où le voleur avait pénétré dans la maison, jusqu'à 10h30, nous n'avions plus rien entendu de suspect. À la réflexion, il nous paraissait très invraisemblable qu'un voleur ait forcé une porte si tôt dans la soirée, à une heure où il peut encore y avoir des passants dans la rue. En outre, l'idée était venue à l'un d'entre nous qu'il était possible que le chef magasinier de nos voisins, la firme Keg, soit encore au travail, car dans l'affolement et avec des cloisons aussi minces, on pouvait facilement confondre les bruits et l'imagination y met souvent du sien à des moments aussi critiques. Nous nous sommes donc étendus sur nos lits, mais certains d'entre nous ne trouvaient pas le sommeil. Papa, maman et monsieur Dussel se réveillaient souvent et avec un peu d'exagération. Je peux dire que je n'ai pas fermé l'œil. Ce matin, les messieurs sont redescendus et ont secoué la porte d'entrée pour vérifier qu'elle était bien fermée, mais tout était en ordre.
L'épisode, pourtant loin d'être drôle, a bien sûr fait l'objet d'un récit haut en couleur à tout le personnel, car après coup il est facile de rire de ce genre de choses, et seul Bep nous a pris au sérieux. Bien à toi, Anne. PS, les WC étaient complètement bouchés ce matin, et à l'aide d'un long bâton en bois, papa a dû triturer toutes les recettes de confiture de fraises, notre papier hygiénique actuel, et quelques kilos de caca pour dégager la cuvette. Ensuite, on a brûlé le bâton. Samedi 27 mars 1943. Cher Kitty, nous avons terminé le cours de sténo, nous commençons maintenant à nous entraîner à la vitesse. Qu'est-ce qu'on devient bon! Pour te dire encore un mot, de mes activités à tuer le temps. Je les appelle ainsi parce que nous ne faisons rien d'autre que d'essayer d'accélérer le déroulement des journées pour que la fin de notre vie clandestine arrive plus vite. J'adore la mythologie, et surtout les dieux grecs et romains. Ici, il n'y voit qu'une lubie passagère. Il n'avait encore jamais entendu parler d'une gamine de mon âge qui s'intéresse aux dieux. Eh bien voilà, c'est moi la première. Monsieur Van Damme a un rhume, ou plutôt la gorge un peu irritée. Il en fait tout un plat. Gargarisme à la camomille, palais badigeonné à la teinture de myrrhe, dampo sur la poitrine, le nez, les dents et la langue, et avec tout ça, une humeur de chien. Rauter, un de ces boches haut placés, a tenu un discours. Tous les Juifs doivent avoir quitté les pays germaniques avant le 1er juillet. Du 1er avril au 1er mai, la province d'Utrecht sera nettoyée, comme s'il s'agissait de Cancrela. Du 1er mai au 1er juin, les provinces de Nord-Hollande et Sud-Hollande. Comme un troupeau de bétail pitoyable, malades et délaissés, ces pauvres gens sont emmenés vers des abattoirs malsains. Mais il vaut mieux que je n'en dise pas plus, mes pensées ne font que me donner des cauchemars. Au moins une bonne nouvelle, la section allemande de la Bourse du Travail a brûlé à la suite d'un sabotage. Quelques jours plus tard, c'était le tour de l'état civil. Des hommes en uniforme de la police allemande ont ligoté les sentinelles et fait disparaître des paperasses importantes. Bien à toi, Anne.